Bonjour Manuel. Bonjour Hélène. Alors, je suis très heureuse de te recevoir sur le podcast. Toi, tu es architecte, tu es née à Marseille, tu es donc méditerranéenne comme moi. Tu as grandi donc dans cette ville port, cette ville bouillonnante, ouverte sur le monde. Ensuite, on a un autre point commun, c'est que tu as habité longtemps à Montpellier, cette ville millénaire qu'on adore. Et puis, il s'avère que j'ai aussi fait une grande partie de mes études à Montpellier. Donc, je me suis retrouvée un petit peu dans ce que tu disais là en préparant cet épisode. Tu l'évoquais à quel point quand tu étais enfant, il y avait cet espace public qui avait été ton terrain de jeu et notamment à Montpellier, etc. Donc, je revoyais un peu ces images de ce centre-ville avec ces ruelles étroites qui nous protègent voilà, de la chaleur l'été, mais dans lesquelles s'engouffre quand même le Mistral quand il est là, tu vois. Et donc, voilà, il y avait un peu comme ça, des références un peu communes donc qui m'ont fait sourire. Toi, tu commences l'architecture en même temps que l'histoire de l'art parce que tu fais le combo un peu de ces deux enseignements. Pour toi, l'art, c'était vraiment cette grande ouverture sur la culture avec aussi ce que j'ai compris un peu et tu le partageras évidemment après, mais tu avais besoin de convoquer peut-être une profondeur et un récit que tu trouvais pas forcément dans les études d'architecture et donc les deux ont été aussi importantes l'une que l'autre et je crois ont marqué vraiment ta patte et ta signature aujourd'hui, ton travail. On le voit d'ailleurs, hein, dans ton travail, l'art est omniprésent. Ce que j'aime, c'est que tu es une grande curieuse. On a l'impression que ça, un peu comme une éponge, tu aspires beaucoup, beaucoup de choses. J'ai compris aussi que dans ton enfance, ton éducation, ton mode de vie avait été un peu atypique et ça t'a permis aussi de nourrir sûrement une grande forme de liberté. On sent que tu es attaché à découvrir en fait des choses nouvelles, à cultiver un regard un peu transversal sur notre monde. Et puis aussi, tu te remets beaucoup en question. Et ça, voilà, aujourd'hui, je crois que c'est assez fondamental d'avoir des personnes comme ça qui sont OK de changer, en fait, et de muter, d'accepter un peu ces cycles. Et peut-être pour commencer cette conversation, j'aimerais beaucoup que tu nous dises en quelques mots, mais d'où tu nous parles, tu vois? C'est vrai qu'il y a au fur et à mesure un parcours qui se forge quand on est architecte et qui est enrichi à la fois par ses propres expériences, par les projets qu'on fait, mais aussi par tout ce qui est autour de nous, par notre enfance beaucoup et par les voyages. Et pour revenir à ce que tu évoquais tout à l'heure, oui, j'ai eu une enfance assez atypique avec deux parents très artistes, en même temps architectes, mais qui paradoxalement n'ont pas exercé l'architecture ni l'un ni l'autre. Bref, donc tous deux ont eu une vie assez faite de différentes séquences, assez multiples, et un peu dans un esprit d'aventure permanente qui a certainement caractérisé une partie des générations post-30 glorieuses. Donc une génération qui commençait d'ailleurs à se poser des questions sur les limites des ressources de la planète. Enfin, une génération qui commençait déjà profondément à se questionner. Donc une enfance assez atypique, beaucoup plongée dans l'art. J'ai beaucoup voyagé quand j'étais petite parce que mes parents étaient amoureux d'Italie et donc j'ai fait, je pense, à peu près tous les musées d'Italie. Et finalement, quand on est enfant, on n'apprécie pas forcément ce genre de récréation. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte très vite que c'était devenu une nourriture nécessaire. Et donc, quand j'ai commencé mes études d'architecture, j'ai vraiment pas pu quitter l'art et j'ai voulu en savoir un peu plus. D'ailleurs, j'étais un peu hésitante entre vraiment un métier dans l'art ou un métier dans l'architecture. Donc j'ai démarré ces deux cursus en même temps et je me suis rendu compte progressivement que l'art et la culture, c'est ce qui vous fait... finalement, c'est par cette porte-là que j'aime bien découvrir le monde et découvrir les différentes civilisations, les différentes sociétés. Est-ce que justement, cette grande liberté qu'avaient tes parents, parce que le métier d'architecte, c'est quand même un métier super contraint,
avec beaucoup de normes, avec beaucoup enfin voilà, de parties prenantes. Il y a une forme de rigueur, beaucoup plus que dans le monde de l'art où finalement c'est notre expression. Pourquoi finalement l'architecture a gagné quelque part ton cœur au moment de choisir et d'ouvrir ton, enfin voilà, de faire ce choix de ton métier? L'architecture, je reconnais que c'est devenu quand même rapidement mon choix préféré parce que je me sentais prête à créer moi-même avec un fil conducteur ou certainement peut-être plusieurs, mais j'avais vraiment envie de traduire ma vision du monde et de le faire avec des créations architecturales, mais en même temps j'ai toujours essayé de faire en sorte qu'elles aient une sorte de facette artistique, qu'elles soient vraiment sensibles. Je cultive une architecture du sensible, une architecture qui dégage le plus possible une forme de poésie. Et donc, j'ai choisi l'architecture, mais il y a régulièrement des passerelles avec l'art, c'est clair. Et je t'entendais dire là dans une interview, tu nous rappelais donc le danger que subit notre architecture ne doit pas engendrer une architecture punitive. Donc là, tu prenais un peu ce parti-là en disant que pour toi, ça te parlait pas. Et tu évoquais, nous devons au contraire travailler avec encore plus de sensibilité, plus de créativité et mettre notre cœur et notre passion au service de notre terre, mais aussi de l'homme qui va continuer à l'habiter. Et donc évidemment que voilà, ça me parle beaucoup. Concrètement, comment est-ce que la créativité, pour toi, elle peut s'articuler pour être au service du vivant, au service de quelque chose qui est plutôt dans une forme de préservation, de prendre soin? J'essaye toujours de passer les modes et de me dire que il faut jamais perdre à l'idée le fait que l'architecture, elle est sur le temps long et que finalement, à aller trop vite dans des mouvements qui en plus s'enchaînent de plus en plus rapidement, c'est une manière de vraiment réaliser des architectures qui deviennent obsolètes. Donc il faut toujours prendre du recul, il faut toujours garder son cap, avoir cette réparation de la planète en ligne de mire, mais il faut le faire avec suffisamment d'empathie pour que l'architecture, elle garde sa valeur principale, celle de créer un abri pour l'homme. Elle doit le faire le mieux possible. Et je pense aussi, parce que je suis quand même une grande optimiste, que l'architecture, elle peut être tout autant hyper écologique, mais en même temps faire preuve d'une écologie positive et pédagogique. Et pour toi, aujourd'hui, tu penses qu'on pourrait créer des architectures cosmopolies, on va dire, qui respectent un peu ces cycles du vivant, mais aussi qui prennent en compte voilà, ces limites planétaires de manière plus créative? Oui, mais ça, c'est... Je pense que de toute façon, d'ailleurs, quel que soit le métier, je pense qu'il y a une part de créativité que l'être humain doit sans arrêt, on va dire, mettre en valeur. J'avais presque envie de dire sculpter. Enfin, il faut vraiment que on travaille sur sa propre créativité parce qu'il va nous en falloir. Cette créativité, c'est elle qui va nous permettre de trouver les solutions. Et aussi, si vraiment vous acceptez de démarrer un projet sans a priori, avec la curiosité nécessaire, avec une forme d'innocence, de fraîcheur. De naïveté, un peu de... Voilà, exactement, de naïveté, en essayant de garder votre idéal le plus haut possible. C'est comme ça qu'on peut réussir. Et est-ce que tu penses que c'est cette posture aussi qui aide à embrasser le changement, à être un peu plus flexible, à intégrer de nouvelles choses? Oui. C'est complètement ça, parce que, je veux dire, dès qu'on a des a priori et qu'on acquiert une forme d'assurance, on n'est plus à l'écoute. Et est-ce que sur ce chemin aussi de prise de conscience, il y a eu des rencontres, tu vois, des personnes là que tu as rencontrées dans ton travail, etc., dans le cadre de ces questionnements, parce qu'on est toujours guidé par des gens aussi qui en sont un peu avant nous, etc. Et je trouve que c'est intéressant, c'est ce que j'aime bien aussi dans le podcast, c'est qu'on partage ces rencontres et ces personnes qui nous ont permis de traverser un peu nos ignorances et d'avancer voilà, dans un espèce de cap qui est en tout cas celui peut-être de faire du mieux qu'on peut, tu vois. Toi, il y a des personnes qui ont marqué justement ces derniers temps un peu ces envies-là?
Oui, il y a beaucoup de personnes, il y a des lieux, il y a des lectures, des documentaires. Oui, on se nourrit énormément. Et là, aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que, par exemple, tu as arrêté de faire que tu faisais avant ou tu vas des... Par exemple, des projets entièrement neufs, je me sens parfois moins à l'aise. C'est-à-dire que j'ai maintenant pris l'habitude de travailler sur une architecture préexistante. C'est quelque chose qui fait que je me détourne progressivement de projets entièrement neufs dans des sites qui ont presque parfois pas suffisamment d'histoire. Ça me gêne. Je pense qu'il faut de plus en plus apprendre aux nouvelles générations à faire avec le déjà là. Et le déjà là, c'est ce qui existe, c'est les architectures qui nous ont précédés. Ouais, construire sur le déjà construit, c'est un peu, tu vois, dans cette logique aussi de lieu infini et de vouloir vraiment éviter les démolitions et en fait d'essayer de, comme tu dis, restructurer et d'avoir ces visions pour un bâtiment qui traverse le temps, mais finalement comme peut-être aussi les anciens avaient ça en tête. Et en parlant aussi de restructuration, peut-être qu'on peut aborder, tu sais, le projet de la Gaîté Lyrique, parce que là, on a aussi fait évoluer ton déjà là à toi. La Gaîté Lyrique, c'était un théâtre au 19e siècle qui avait été construit par un architecte assez connu, Hittorf, qui a également construit la gare de l'Est à Paris. C'était un théâtre de 2000 places, magnifique, qui a été entièrement démoli à l'intérieur pour faire une sorte de parc d'attractions urbain qui s'appelait Planète Magique. C'est vrai que c'est tout ce qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Et quand Planète Magique a été abandonné, c'est un projet en plus qui a tout saccagé et qui n'a pas du tout marché. Il y a eu plusieurs appropriations successives, mais très légères, pas tellement pleines de succès, parce que Planète Magique, c'est un lieu qui a ouvert, je crois, qu'une semaine, pour un montant de travaux absolument considérable, et surtout pour la démolition de ce théâtre. Et donc, quand on est arrivé, je pense d'ailleurs qu'en tant qu'architecte, quand on visite un site la première fois, il y a sa géographie, son orientation, son histoire, sa culture, et puis il y a aussi ce que vous sentez. Quand on se promène dedans, il y a aussi de l'ordre de l'intuition et du ressenti qu'on ne peut pas expliquer, mais c'est vraiment un bâtiment qui a souffert. Donc nous, on est arrivé là on a voulu raviver un peu toutes ces histoires et en même temps venir en glisser une nouvelle, pour le coup, qui essaye de minimiser les démolitions, qui essaye de conserver ce déjà-là, le déjà-là étant plutôt les restes de cet échec assez exceptionnel. Mais tant pis, même s'il n'était pas réussi, on a gardé au maximum ce qui nous avait été laissé par nos prédécesseurs. Et c'est d'ailleurs là, en faisant ce projet-là, que j'ai appris de plus en plus, quand on restructure, à toucher le moins possible. Parce qu'on minimise les déconstructions, parce que finalement, on se rend compte que plus on garde et plus on se glisse respectueusement, plus il y a une sorte de profondeur dans l'architecture qu'on va créer. Et donc, on a fait ce projet qui travaille beaucoup sur pour le coup, on a voulu faire un projet qui ne soit pas figé. L'objectif était de faire un lieu qui soit dédié aux artistes et au public, qui soit à la fois un lieu de démonstration, mais aussi un lieu de production et de création. Donc, on touche plein de facettes. Et puis, je voulais avant tout que mon projet soit à l'inverse de ce parc d'attractions, que ce soit un projet très agile lui-même, très flexible, qui soit comme une boîte à outils donnée aux artistes, au public. Voilà, donc on a fait des grands espaces de respiration qui sont permissifs. On a juste trois salles dont les cloisons sont fixes parce que c'est des salles de concert, mais à l'intérieur, il y a plein de choses qui bougent. Donc on a vraiment travaillé un projet permissif, à la fois pour les artistes, pour qu'ils puissent vraiment jouer et qu'il n'y ait pas de frein à leur liberté créative, et puis aussi dans le temps. Et donc j'ai toujours anticipé que ce projet-là, il fallait qu'il évolue. Mais je pense aussi qu'une architecture qui est forte et qui est bien conçue, lorsqu'elle évolue, je pense que l'ADN de votre projet, il est toujours là. Et j'apprécie le fait qu'un projet puisse évoluer. Je m'en suis aperçue aussi au cours de mes voyages. Quand on visite des lieux qui ont plusieurs siècles et qu'on analyse bien leur histoire, on s'aperçoit que souvent, ils ont eu plusieurs vies. C'est-à-dire un couvent est devenu un musée est devenu un espace de bureau. Donc voilà, l'histoire, elle a su par le passé construire des architectures suffisamment flexibles. Un bâtiment, il y a 1000 ans, il était conçu pour une fonction,
Et au fur et à mesure du millénaire, il a eu 100 vies. Et je pense qu'il faut qu'on continue à concevoir l'architecture comme ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a plusieurs choses. Là, il y a valoriser aussi le fait de, non pas de se restreindre dans les empreintes, mais finalement, là, tu disais que dans ta restructuration, ce qui a aussi le plus d'impact, parfois, c'est le fait de décider de ne pas faire certaines choses. Et aujourd'hui, dans notre monde, c'est pas forcément quelque chose qui est valorisé. Et c'est hyper intéressant et je pense que il y a de plus en plus de personnes qui s'attachent à porter un regard sur le fait de ne pas faire. Et parfois, c'est le fait de ne pas faire qui a le plus d'impact. Et donc ça, je trouve que c'est très... dans la manière de percevoir la valeur aujourd'hui des choses et des actes, je trouve et des postures, c'est intéressant. Mais par exemple, à Strasbourg, on restructure actuellement un ancien hôpital militaire du 19e et on en fait des logements sociaux. Et je me souviens au début, notre maître d'ouvrage voulait absolument qu'on conçoive à l'intérieur les logements en suivant toutes ces prescriptions, toutes les surfaces, minimum, maximum, etc. Un cahier des charges hyper strict. Au début, on a joué cet exercice un peu à reculons et ensuite on lui a demandé l'autorisation, on a pris l'autorisation de faire une variante où finalement on laissait un peu tomber ce programme trop rigide. Et le cahier des charges qu'on s'est donné, c'est vraiment se glisser dans l'hôpital, dans toutes les salles de l'hôpital existant, les chambres, toutes les parties communes et tout ça, en essayant au maximum de garder toutes les pièces. Et donc on a redessiné tous les logements, tous les appartements, en minimisant, mais au maximum, même des cloisons toutes fines, on a essayé de les garder au maximum. Et ça a été extrêmement intéressant pour deux raisons. La première, c'est qu'on s'est aperçu qu'on arrivait à faire autant d'appartements que ce que le maître d'ouvrage voulait. Et la deuxième chose dont on s'est aperçu, c'est que les appartements étaient 1000 fois plus beaux. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a fait des appartements qui sont plus atypiques. On a des appartements avec des séjours qui ont 3 mètres sous plafond, parce que les chambres, elles avaient 3 mètres sous plafond. On a des séjours immenses et des chambres toutes petites. Dans d'autres appartements, on va avoir un long couloir, un peu comme dans les appartements haussmanniens à Paris, des couloirs un peu scénographiés avec du rangement, etc. Et puis des petites pièces, mais une sorte de pièce d'apparat introductive quand on rentre dans l'appartement, le grand couloir, le hall, etc. Donc on s'est rendu compte finalement qu'on arrivait à mettre autant d'appartements, mais que chacun d'entre eux avait vraiment un caractère propre, qui était hors standard, et que finalement il avait une forme à la fois de générosité spatiale, que beaucoup d'appartements neufs qu'on construit aujourd'hui n'ont pas, et une générosité spatiale qui fait que c'est des appartements qui ont du succès, parce que contre toute attente, aujourd'hui les publics, on a toujours tendance à dire non, il faut un séjour qui fait 20 mètres carrés, la cuisine elle doit faire ça, mais c'est pas vrai. Je pense que l'humain il reste attaché à des choix aussi qui sont instinctifs. Et contrairement à ce qu'on croit, les gens ne cherchent pas autant que ce qu'on imagine des choses standardisées. Et à un moment donné, arriver dans un appartement où on a un coup de cœur parce qu'il y a aussi la mémoire des lieux qui transpirent. Plus vous respectez un lieu et moins vous le touchez, plus vous gardez les petits détails dans la décoration, dans les plafonds, dans des petites cornières, etc. C'est évident, plus le futur habitant il va être séduit et on lui raconte quelque chose qui est finalement ce qu'il attend dans le fond. Ouais, ce qu'il attend, ou alors justement tu laisses surgir quelque chose qu'il n'avait pas imaginé et c'est justement ça qui plaît, quoi. Et alors là, j'aimerais qu'on aborde un peu ce sujet pour rentrer dans vraiment les nouvelles peut-être pratiques que là tu intègres à l'agence, dans tes projets, etc. Donc je sais que vous faites beaucoup de recherches. Là, peut-être qu'on va aborder dans un premier temps là, un peu tout ce qui est autour des matériaux. Et ensuite, on arrivera sur le réemploi. Mais là, on repart à Montpellier, du coup. Il y a un projet sur lequel tu travailles qui s'appelle Almaterra. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous dire quelle a été un peu ta proposition sur ce projet ? C'est vrai que quand on parle des évolutions d'une pratique, ça a été vraiment une évolution passionnante à l'agence. En fait, l'objectif de la mairie de Montpellier était de lancer une série de folies, c'est-à-dire d'architecture très ambitieuse dédiée à la question du logement, les nouvelles formes d'habitat.
Mais là, par rapport à une série de folies qui ont émergé il y a une dizaine d'années à Montpellier auparavant, là, l'idée, c'est vraiment d'imaginer des folies écologiques. Donc, comment construire un bâtiment de logement qui à la fois accompagne nos nouveaux modes de vie et qui le fasse de la manière la plus écologique possible. Donc ça, c'est une ambition politique qui est extraordinaire, mais on se rend compte très vite en tant qu'architecte qu'on a les règles, les réglementations, et en particulier les règles d'urbanisme qui... c'est toujours l'histoire du temps long et du temps plus court. Les règles d'urbanisme, elles sont là depuis plusieurs années. Elles ne peuvent pas évoluer à la vitesse finalement nécessaire. Elles ne se renouvellent pas assez vite, ces règles d'urbanisme. Et on avait le devoir de construire 2 niveaux de parking en sous-sol. Déjà, ça pose question. Pourquoi construire des parkings souterrains pour des voitures alors que demain, on est à côté du tram ? Ça, c'est une première interrogation. Mais la deuxième, on a très vite fait le calcul, c'était 12 000 m² de terre qu'il fallait évacuer. Et donc, on s'est très vite dans notre équipe posé la question, mais le bilan écologique, on démarre un projet, on démarre avec des grandes ambitions et tout de suite, notre bilan carbone, il est catastrophique parce que qu'est-ce qu'on va faire de nos 12 000 m³ de terre ? Et je me suis souvenue de tout ce qu'apporte la pierre ou la terre dans le logement méditerranéen, c'est-à-dire cette forme d'inertie en douceur qui fait que quand vous rentrez dans une vieille maison, en été, elle est super fraîche et quand vous y rentrez en hiver, on a l'impression qu'elle est déjà un peu chaude naturellement. C'est la pierre ou la terre qui vous permettent ça. D'une part, et puis d'autre part, il y a toute cette histoire géologique à Montpellier qui est quand même très intéressante. On est au bord de la Méditerranée, il y a une sédimentation multiséculaire qui est passionnante parce qu'il y a eu différentes couches de terre et de sédiments qui ont formé une géologie, j'ai presque envie de dire multicolore. Enfin, il y a vraiment des différentes strates qui ont des caractéristiques tout à fait particulières. Donc, on a eu l'idée, progressivement, j'ai vraiment souhaité construire avec la terre du site. Mais ça, c'est possible en soi ou... Alors, c'est possible. En fait, on a une structure primaire parce que c'est quand même... on a voulu une forme de densité, on voulait minimiser notre emprise au sol. Donc, on a des petites tours qui sont d'ailleurs comme des carottes géologiques, des petites tours cylindriques. Et l'idée de ces tours, c'est d'avoir une première structure hyper spartiate, primaire, poteau-poutre, et ensuite à partir de là, de dalle à dalle, de venir faire les structures secondaires et tous les remplissages de façade avec des blocs de terre crue. Et j'ai voulu vraiment aller très loin dans cette idée-là, et j'ai voulu presque que le projet soit une forme de manifeste sur la beauté de la terre. Donc j'ai voulu rendre compte de cette richesse sédimentaire qui est sous nos pieds en fait, qu'on ne regarde jamais, on n'y prête pas attention. Et donc, l'idée, c'est de reconstituer ces différentes couches de sédiments qui chacune ont des couleurs différentes, des granulométries différentes. On a voulu les reconstituer sous la forme d'un grand dégradé avec des blocs de terre dans des teintes les plus sombres en partie basse de la tour et puis dans des teintes très claires en partie haute de la tour. Donc il y a eu des essais géotechniques qui ont montré on va avoir une palette de couleurs qu'on va pouvoir extraire. Donc on va extraire les terres, on va les caractériser, on va les stocker, on va les sécher et ensuite on va faire plus ou moins sur site, alors certainement un peu à distance parce qu'on ne veut pas construire des infrastructures trop lourdes, mais à proximité du site, on va emmener les terres, on va en faire les blocs de terre préfabriqués et ensuite on va faire toutes nos structures secondaires et toutes nos façades avec et finalement c'est comme si on avait extrait une carotte de terre. C'est la forme de la tour, c'est toute sa granulométrie, toute sa couleur. Et quand les habitants, finalement, vont prendre possession des lieux, ils vont habiter dans différentes strates de cette terre. Et oui, et c'est une façon de les ancrer sur cette histoire. Ouais. Et en fait, comment ? Parce que là, on a la sensation que du coup, c'est nouveau. Donc, tu as dû comme mettre en place une espèce de méthodologie pour trier, etc. Enfin, en fait, ça, vous n'êtes pas habitué à faire ça. Enfin, en fait, comment est-ce que ça a été accueilli ? Comment aussi, parce que
qu'on comprend là, et tu me l'indiquais parce que je te posais ces questions en amont, on va dire, mais en fait, normalement, enfin, il y a tout ce temps de séchage des terres, etc., qui est long. Donc, souvent, quand il y a des personnes qui veulent faire ça, en fait, elles utilisent des terres, mais des terres d'autres chantiers, pas forcément les terres du chantier là en cours. Donc, toi, tu me disais, non, c'est les terres de là et tout ça. J'ai dit, ah, bon, mais comment? Et en réalité, du coup, vous avez presque fait un espèce de projet aussi, accompagner un projet un peu entrepreneurial avec les partenaires pour leur permettre de, pour ce projet-là, voilà, investir tel et tel lieu pas très loin pour justement faire tout ça. Là, quand toi, tu arrives avec toutes ces idées, comment c'est accueilli? Est-ce que finalement tu as eu beaucoup de difficultés ou est-ce que parce que tu as compris qu'en fait il fallait les sécuriser et voilà, mâcher un peu le travail en allant toi-même faire certaines parties du job, ça s'est bien passé, enfin concrètement? Alors l'histoire est pas finie. Un projet, en fait, il faut vraiment être créatif d'un bout à l'autre. Il faut emmener dans cet objectif qu'on se fixe quand même en commun, c'est-à-dire qu'on a des partenaires, on a un maître d'ouvrage, on a des bureaux d'études, on a des consultants. Il faut embarquer tout le monde dans une narration. Et si on arrive à avoir la bonne idée, la lucidité de se dire non mais là on est obligé de faire comme ça. Et si on arrive à convaincre, parce qu'en même temps on arrive à asseoir notre projet sur des données tangibles, il faut convaincre et rassurer. Si on arrive à faire ça, on peut embarquer tout le monde. Mais ça se fait pas en quelques mois. C'est-à-dire que l'aventure, elle est jamais terminée. Jusqu'au moment, entre le concours et le moment où on va livrer, l'aventure, elle est jamais terminée. Il y a quand même toujours des obstacles nouveaux qui apparaissent au fil d'un projet. Et puis c'est ça qui est riche aussi. On reste créatif tout le temps parce qu'il faut adapter l'idée, contourner les obstacles. Et c'est vrai qu'à l'innovation, il y a 3 obstacles. Il y a un obstacle psychologique, c'est-à-dire la peur du risque, la peur de l'aléa. Le deuxième, il est réglementaire, parce que ça n'aura échappé à personne. Qu'on vit un moment où, en fait, c'est toujours pareil, on vient superposer des nouvelles règles à des règles qui existent déjà. Et le troisième obstacle, il peut être perçu comme financier. Mais c'est intéressant parce que du coup, c'est aussi parfois de voir à quel point chez d'autres, dans certaines pratiques, et quand les projets le convoquent et le proposent, parce qu'en fait, peut-être que du coup, cette contrainte-là du parking, ça n'avait pas été là, du coup, tu n'aurais pas eu ce truc-là, il serait parti sur autre chose. Donc parfois, c'est pas trop les choses d'étendard, c'est aussi cette intelligence de se dire, là, il y a une opportunité qui surgit et d'avoir un peu l'audace, quelque part, de le soumettre à toutes ces personnes avec lesquelles vous faites projet et de s'y tenir. Et je crois que toutes les personnes que j'interviewe ou que je rencontre qui ont ouvert des voies ou qui s'attachent en fait à faire des projets manifestes sur des choses, en fait, tu peux pas courir 150 000 lièvres à la fois. Et donc du coup, voilà, t'as un sujet parfois sur lequel tu mets ta priorité et puis voilà, après ça nourrit le reste des projets autrement. Est-ce que d'ailleurs avant tu avais le réflexe de répondre au projet quand il y avait beaucoup de végétal, enfin est-ce que c'était quelque chose qui... Alors il se trouve, c'est une coïncidence ou c'est comme ça, mais j'ai toujours plutôt été amenée sur des projets extrêmement denses, enfin en tout cas dans des centres-villes où la densité est importante, où il faut vraiment se glisser comme de l'acupuncture dans un tissu urbain qui vous encercle. Donc la part du paysage a en général quand même été assez peu présente. Mais c'est vrai que récemment, on a eu 2-3 projets où la part du végétal est plus importante. Et du coup, dans le cadre de Frugal, j'ai rencontré Nicolas Deshaies. On fait beaucoup de nos projets avec lui. Coucou Nicolas. Coucou Nicolas. Mais vraiment, c'est intéressant parce que Nicolas a pour moi aussi joué un grand rôle parce qu'il m'a permis de comprendre des choses. Donc il est botaniste, paysagiste, Nicolas Deshaies-Fernandez avec son atelier qui s'appelle Atelier NDF. Et donc voilà, il a permis qu'on se rencontre, il m'a permis moi de comprendre beaucoup de choses pendant Frugal, cette exposition qu'on avait initiée avec l'association pour un design soutenable en 2021, et donc sur toutes les palettes, etc. On a fait un épisode avec lui évidemment. Il m'avait aussi permis de rencontrer Véronique Mur avec laquelle j'ai fait une interview récemment, et je le remercie encore une fois de cette rencontre parce qu'elle compte beaucoup pour moi. Et donc ça m'étonne pas qu'il ait aussi planté des graines chez toi, tu vois, et que tout ça surgisse aujourd'hui. Mais
Pour nous, ça a toujours été important, la thématique de la botanique dans le paysage. Tous les paysagistes, et je dirais même la majeure partie d'entre eux, sont peut-être plus des urbanistes que des botanistes. Et c'est pareil, je trouve, il manque une dimension à la racine de la thématique et une dimension vraiment tactile. C'est-à-dire quand on est un paysagiste plus urbaniste, mais je trouve qu'il manque une échelle, celle de la graine, celle de la plante elle-même, celle de la richesse de toutes les essences, etc. Et c'est vrai que Nicolas Déhé et sa grande compétence en botanique, elle donne finalement maintenant au jardin qu'on fait ensemble, en tout cas qui viennent accompagner notre architecture, ça donne une profondeur au jardin de la même manière que le réemploi ou la matière en architecture. Travailler des blocs de terre, c'est une manière d'ancrer notre architecture dans un matériau, dans un toucher. Nicolas Déhé, c'est pareil. Lorsqu'il conçoit un paysage, il le fait à partir de la graine et du végétal. Donc on a les mêmes points de départ, quelque part. Oui, j'ai beaucoup appris. Et alors là, pour parler peut-être d'un projet là, que vous avez fait ensemble, il y avait, je crois que ce pôle... Pôle œnogastronomique à Beaune. Voilà. Ouais. C'est un projet qu'on a depuis 1 an maintenant, dont les études sont passionnantes parce que bien sûr, on est dans l'univers du vin. On se rend compte que le vin, c'est de l'art. Et évidemment, c'est passionnant de travailler pour un univers qui est aussi artistique dans un autre domaine que l'architecture. Et on se rend compte que chaque fois qu'on touche un univers comme celui du vin, c'est une histoire qui est longue. C'est des prises de risques aussi, c'est du courage. C'est dans le domaine du vin, c'est aussi des personnes qui cherchent sans arrêt à se renouveler. C'est-à-dire à chaque fois, un peu comme un architecte, à s'ancrer dans une forme d'histoire et de tradition, mais en même temps de proposer et d'aller dans une forme d'innovation. Donc, et pour ce projet-là, moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, et on le fait en fait à 4 mains avec Nicolas Déhé. En tant qu'architecte, nous, on veut vraiment que l'architecture célèbre ce qui fait le caractère du vin en Bourgogne. C'est vraiment la terre. Donc, on veut travailler là encore avec les terres locales et on veut que l'architecture travaille avec des blocs de terre crue qui retracent en fait cette histoire de la terre. Le vin, il est fait avec cette terre. Il est fait aussi avec la pierre, enfin toute la pierre bourguignonne. Et il est fait avec le bois des barriques, le chêne. Et donc, notre architecture, c'est en grande partie des charpentes en chêne et puis des façades en bois, en terre crue et avec des petits fragments de pierre. Et Nicolas Déhé fait pareil dans son paysage. Et je crois que du coup, que vous collaborez avec des carrières qui sont vraiment juste à côté. Oui, en plus, exactement. Qui ont des gisements, Nicolas me disait... qui sont proches du sol, enfin qu'il y a toute une conscience aussi dans la manière d'extraire la pierre, parce que ça aussi c'est important et parfois on n'a pas toujours les réponses. Donc il y a aussi ce fait de questionner localement les pratiques, parce que c'est vrai que l'univers du vin, c'est un univers de passionnés. En général, vraiment, c'est des gens qui sont, pour certains aussi, très soucieux de la santé des sols, qui vont justement vouloir augmenter la vie des sols, les mycorhizes, revenir, avoir plein de pratiques. Et ça, c'est aussi des choses que j'aimerais qu'on continue à explorer là, avec le podcast, notamment avec Où est le bon. Donc, je pense qu'en 2025, on va retourner voir des personnes qui vont nous apprendre aussi plein de choses là-dessus. Mais c'est vrai que on l'a déjà dit dans le podcast, on a déjà rencontré le sujet de la pierre, tu vois. Et c'est vrai que l'impact de la pierre versus l'impact du béton, et tu parlais au tout début de l'épisode aussi du fait de la sensibilité, de se sentir dans les lieux. Il y a ces matériaux qui sont proches de notre homéostasie, tu vois, du fait qu'en fait on se sent bien avec eux. Et la pierre en fait partie, la terre aussi, le bois aussi. Donc, il y a aussi ce bien-être qui découle de la mise en œuvre de matériaux qui sont bio et géosourcés. Et donc là, la palette végétale de Nicolas, elle va travailler sur des palettes chromatiques qui sont liées aux différentes couleurs du vin et sur des palettes olfactives. Okay. Pareil, qui vont rappeler tous les parfums du vin, également en termes de goût.
L'objectif est d'avoir quelques arbres fruitiers qui travaillent aussi sur les palettes de goût du vin. Donc vous avez planté beaucoup d'arbres? Alors ça va, c'est futur. Ouais, et on va planter, bien sûr, pas mal d'arbres. Il va planter pas mal d'arbres. Ouais. On arrive un petit peu, et là du coup ce sujet, j'aimerais Manuel peut-être avoir un peu ton avis sur aujourd'hui les prises de risques que tu prends quand tu as une agence comme la tienne, etc. C'est pas la même chose que soit des agences qui se créent et qui sont tout de suite dans ce sillon, quand là tu as tout ce chemin. Comment est-ce que toi tu peux parler du risque aujourd'hui que tu as pris, et est-ce que c'est si vertigineux que ça? Est-ce que c'est si flippant que ça? Non, c'est pas flippant. Je pense que ce qui est important en tant qu'architecte, c'est de garder une éthique qui est finalement le sillon qu'on a décidé de creuser au début, qui prend appui sur les valeurs qu'on veut transmettre, sur une personnalité qu'on a. Et je pense que le plus important à partir de là, c'est de garder cette éthique, de ne pas abandonner, parce que c'est une énorme forme de liberté. Et je pense que l'architecture, c'est vraiment un travail d'équipe. Et si on prend conscience de ça, on ne peut pas avoir peur de prendre des risques. Ce qui est important, c'est de jamais travailler contre. Et encore une fois, quand on a la conviction de quelque chose, que cette conviction, on la partage et qu'elle est partagée avec des paysagistes, avec un bureau d'études, des consultants, des scientifiques. Quand tout ça s'est partagé, on n'est plus seul. Il y a une forme d'émulation collective, de conviction collective. Et je dirais au contraire, nous, chaque projet qu'on fait, je me rends compte qu'il y a un plaisir de chaque partenaire et du maître d'ouvrage à participer à cette aventure, parce qu'on sait qu'on fait du bien et on sait qu'à la fin, on va être fiers. Mais voilà, quand on embarque tout le monde, quand on a une conviction qui est juste, qui tombe au bon moment, qui est vraiment fondée, qui est pertinente, alors vous arrivez à emmener votre maître d'ouvrage, vous arrivez à emmener vos partenaires, vous arrivez à emmener l'entreprise. Et à partir du moment où vous n'êtes pas seul, vous y arrivez toujours. Donc dans ce cas-là, oui, il faut prendre des risques. Et moi, je pense qu'il ne faut jamais avoir peur, parce que le résultat, il en vaut la chandelle. Et est-ce que tu penses qu'il y a des acteurs ou des choses qui manquent pour justement le fait de, si jamais on loupe un peu des choses à tel et tel moment, qu'est-ce qui pourrait exister ou qui te manque, toi, là, maintenant, quand tu veux vraiment faire de mieux en mieux, Est-ce que tu identifies des choses qui pourraient un peu plus faciliter la faisabilité de certaines idées qui vont dans le bon sens, du réemploi, etc. S'agissant du réemploi, alors il commence à y avoir un certain nombre de plateformes, de bourses qui s'installent dans beaucoup de villes de France, en particulier à Strasbourg, il y en a une, à Paris, il y en a plusieurs. Donc, ça commence à venir. Mais je pense que de toute façon, c'est plutôt presque qu'on a trop d'informations que pas assez. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a une profusion d'informations qui fait que, normalement, on n'est pas en manque. La difficulté, c'est de trier, de voir quelle est la bonne, celle qui va vraiment nous aider à faire le meilleur projet. Donc, c'est plutôt trouver l'information parce qu'elle existe. Et ensuite la hiérarchiser, en vérifier sa véracité, et puis la trier pour qu'elle contribue au projet, pour qu'elle aide le projet. Donc savoir laquelle on va utiliser et laquelle on va laisser sur le côté. Et donc, est-ce que tu dirais qu'il y a une espèce de forme, aujourd'hui, de maturité un peu dans toutes les pratiques qui touchent un peu ta génération aujourd'hui dans laquelle tu t'inscris en tant qu'architecte? Définitivement, ça a enclenché chez moi une forte évolution. À l'agence, on a quelque chose d'important. On a une méthode, en fait, qui fait que on a des projets, mais en parallèle, on se donne les moyens de faire des recherches. Et c'est des recherches qui sont un peu déconnectées des projets. C'est un peu nos moments de liberté. Et au fur et à mesure qu'on fait une recherche, quand on a un projet, on va venir puiser dans telle ou telle recherche, et vice-versa. Quand on fait un projet, on se rend compte, là, il faudrait faire telle recherche. On arrive à la question signature un peu du podcast. Manuel, est-ce que, tu sais, donc le podcast s'appelle Où est le beau, et donc je demande à mes invités de nous partager leur définition, en tout cas leur vision du beau, ce que ça convoque pour eux.
Est-ce que tu peux nous partager ça? Alors moi, je sais que j'aime certaines formes de beauté, pas d'autres. On a notre propre sensibilité, notre propre histoire. Je viens de la Méditerranée justement, donc évidemment je vais être plus sensible à des paysages méditerranéens qu'à des paysages nordiques. Donc il y a toute notre mémoire finalement personnelle qui va nous faire plus aller vers telle ou telle forme de beauté. Et puis il y a aussi l'époque. Aujourd'hui, justement, il faut qu'on renouvelle nos canons de la beauté. On parlait de réemploi. Je pense qu'il faut qu'on commence à s'habituer à des nouveaux matériaux et la beauté. Enfin, la beauté aujourd'hui, ça n'est pas du tout celle qu'on ressentait il y a un siècle et même il y a 10 ans. Donc la beauté, elle évolue. Et comment, enfin en tout cas pour moi, comment elle se traduit? La beauté, elle provoque une émotion. C'est l'état de grâce qu'on va avoir devant un paysage, mais devant un tableau aussi, dans une exposition. Voilà, ça c'est vraiment des moments qui me sont chers. Et la beauté, pour moi, elle est aussi collective, c'est-à-dire que je suis pas forcément solitaire. On pourrait dire que je suis plutôt agoraphone que agoraphobe. Donc pour moi, la beauté aussi, c'est une émotion collective. Tu penses qu'il y a des formes un peu universelles de beauté? Tu as des choses qui... Oui, exactement. Il y a des formes universelles de beauté. Effectivement, la beauté, elle dépend d'une culture. On va pas vers la même beauté que par exemple des pays asiatiques, etc. Mais il y a quand même bien sûr une forme universelle qui provient d'une harmonie des formes, d'une certaine authenticité aussi. Et je pense que ce qui est beau, c'est aussi quelque chose qui est fait par quelqu'un qui y met son cœur. C'est important parce que c'est fait par le vivant, donc soit par la nature, soit par l'homme. Peut-être que pour le moment, je mets de côté l'intelligence artificielle. Donc je pense que la beauté, elle est créée par quelqu'un qui va mettre son cœur, sa sensibilité et vraiment toute sa réflexion, et puis aussi sa main. Voilà. Donc, on n'a pas parlé d'artisanat, mais c'est vrai que quelque part, il y a des formes de beauté toutes simples. En ce moment, on va faire un projet sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle qui va être une œuvre d'art refuge. Et donc, je vais travailler avec 3 artisans qui, chacun d'entre eux, est véritablement habité par le matériau qu'ils travaillent. Donc l'un c'est le bois, l'autre c'est la lauze et le troisième c'est la pierre. Mais la beauté de l'œuvre, elle va beaucoup venir de là, c'est-à-dire les gestes qui sont parfois ancestraux que ces artisans vont appliquer pour la réalisation de l'œuvre. Et on sent que ces gestes, ils les font avec le cœur, ils les font avec toute l'histoire qu'ils ont de cette tradition. Et la main, on sent qu'elle crée de l'aléa. C'est pas régulier. Et la beauté, c'est aussi ça. Forme d'irrégularité, d'aspérité. D'imperfection. D'imperfection. Oui. Merci beaucoup, Manuel. Merci, Hélène.